Salam alaikum Mazoul, bonsoir. À partir d'aujourd'hui, avant chaque édito, nous commencerons l'émission en donnant quelques nouvelles du front. Oui, des nouvelles du front. Celui où s'affrontent des forces invisibles. D'un côté, celle d'un régime qui dispose de tous les moyens de l'État, en plus des armées de baltagias en tout genre, et de l'autre, celle d'une multitude de grises, informes, inconsistantes, inconscientes de son propre État et composée d'autant d'individus qu'elle a de divergences, qu'elle est d'habiter d'hésitation. Alors, les nouvelles du front d'aujourd'hui. El Hadi Ouldali, le ministre des Sports, refuse d'ouvrir une enquête après les graves propos des athlètes qui ont participé au JO de Rio de Janeiro et qui ont accusé le ministère et le comité olympique de ne servir à rien, sinon à se servir dans les caisses du département et à faire dans le bricolage. Des observateurs anonymes et mal intentionnés affirment que c'est Petit Saïd qui a dit niet à toute enquête. Il ne manquerait plus que ça. Petit Saïd n'ouvre jamais les boîtes de Pandore. Ensuite, un ex-conseiller à la présidence et qui serait en même temps le beau-frère de Ahmed Ouyahia a tiré plusieurs coups de vœu sur un citoyen désarmé à Bni Aoua, une jolie station balnéaire près de Tunis. Le petit baronnet y possède une résidence de villégiature pour y passer ses vacances. Et le citoyen avait commis l'impudence, le sacrilège de garer son véhicule en face de sa porte. Le citoyen qui réside le reste de l'année au Royaume-Uni et qui connaît donc ses droits a refusé de vider les lieux pour la simple raison qu'il était garé sur un lieu de stationnement public. Mal lui en pris, le petit baronnet dégaina son flingue et vida son chargeur tout entier sur l'impudent. 6 balles dans le coffre. Mais il n'est pas mort. Il a perdu un rein, en plus de graves blessures. Mais ce n'est pas grave. C'est pour le flingueur qu'on a peur, le pauvre. On nous dit qu'il est passé en justice. Mais, fort heureusement, il n'a pas été mis en prison. Il a été laissé en liberté. Une autre lettre de Bouteflika aux Algériens à l'occasion du 20 août, où il accuse le président Chadli Ben Jdid, Rabbi Yarhamou, d'avoir foutu la pagaille dans le pays. Vous penserez ce que vous voudrez, mais je crois que là, il a vraiment raison, Bouteflika. Chadli a vraiment foutu la pagaille. Et il a mis le pays dans une situation atroce. Oui, parce que c'est à cause de lui qu'on a eu Bouteflika. Imaginez qu'il n'ait pas donné des instructions pour qu'on ne mette pas Abdelaziz Bouteflika en prison en 1981 à la suite de la grosse affaire de détournement des deniers publics. Eh bien, s'il n'avait pas épargné Bouteflika, on ne l'aurait pas eu comme président pour 20 ans. C'est QFD. Le père André, très connu à Sogaras pour avoir été pendant très longtemps le responsable de la pharmacie de l'hôpital régional, se trouve en ce moment, après sa retraite, à la maison de convalescence de Saint-Augustin à Annaba. Malgré l'insistance de sa famille pour l'emmener se faire soigner en France, dans un hôpital français, il a catégoriquement refusé en déclarant que se faire soigner en France serait une trahison contre le peuple algérien avec lequel il a choisi de vivre pour le meilleur et pour le pire. Sans commentaire. Venons-en maintenant au sujet du jour où nous apprenons, selon un journal américain, que l'Union européenne est prête à mettre en place un plan économique d'investissement massif en Algérie et une politique très poussée de collaboration et de coopération en matière énergétique en échange
d'une plus grande ouverture du pays. Où nous apprenons aussi que l'UE souhaite initier un accord de coopération énergétique avec l'Algérie si la situation n'était plus bloquée. Le journal Politico va plus loin puisqu'il affirme que les Européens attendent le décès de Bouteflika ou un quelconque événement qui mette fin à cette incroyable situation. Et là, moi, je bloque. Là, je n'y comprends plus rien. Comment ? Comment on veut nous faire croire que les Européens ne savent pas que l'après-Bouteflika a commencé avant même la fin du troisième mandat? Comment? Ils ne savent pas, ces États européens, que ce sont eux qui ont imposé un quatrième mandat pour un grand invalide qui ne sait même plus comment il s'appelle? Ils ne savent pas, ces États européens, que la seule alacrité du grand invalide, pour reprendre cette bonne plaisanterie du président français, et celle d'un lointain passé quand Bouteflika était un jeune et fringant playboy, on nous mène donc en bateau. Mais le plus drôle, s'il n'était tragique, est qu'une fonctionnaire de l'UE, une de ses nombreuses porte-paroles, a déclaré que les propos du journal Politico n'engagent que lui et que les relations entre l'UE et l'Algérie sont fortes et durable. De son côté, et toujours avec le même langage que nous connaissons, le ministre algérien des Affaires étrangères déclare refuser de commenter tous les propos qui peuvent émaner de personnes éprouvant de la haine vis-à-vis de l'Algérie. L'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles n'est pas en reste et s'est fendu lui aussi de déclarations aussi sonores qu'elles ne veulent rien dire, si ce n'est la panique sourde qui agite un régime aux abois, un régime qui est sur le point d'imploser et qui risque non seulement de plonger tout le pays dans le chaos, mais de provoquer la déstabilisation de toute la région, sans plaisanter. Juste parce qu'une clique est imposée à la tête du pays par des puissances qui y trouvent leur compte et dont les médias viennent nous chanter que leurs États attendent que les choses changent en Algérie. Aujourd'hui, Al-Watan. Pour sa sécurité énergétique, l'Union européenne table sur l'après-Bouteflika, selon Politico, par Majid Makdi. Algérie Presse Service. L'article de Politico ne reflète en rien la position de l'Union européenne à l'égard de l'Algérie. TSA. Polémique Politico. L'Union européenne veut parler avec Bouteflika et elle n'est pas satisfaite par le fait de dialoguer simplement avec Sellal, par Zahra Rahmouni. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Ali Benouari, président du parti Nida Al-Watan, ex-ministre du Trésor, et Sofiane Gilali, président du parti Gil Jadid. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, si Jamal. Je salue mon ami Sofiane Gilali au passage, ainsi que tous les téléspectateurs. Merci. Alors, Ali Benouari, ils ne savent pas, les Européens, que nous sommes dans l'après-Bouteflika avant même le quatrième mandat? La réponse est dans votre question. Ils le savent très bien. Ça fait quand même presque 20 ans qu'ils s'accommodent de sa présence. Ils s'en foutent, d'ailleurs, que l'Algérie soit bien ou mal gouvernée. Ils se sont accommodés de tous les dictateurs qui sont succédés depuis l'indépendance. Alors celui-là, pourquoi pas, celui-là ou un autre. Le problème, c'est que l'Algérie n'est pas pour eux un enjeu, ni en matière de droits de l'homme, ni en matière La seule chose qui intéresse l'Europe, c'est le volet gaz et l'exportation européenne vers l'Algérie, qui d'ailleurs intéresse plus les gouvernements de manière bilatérale, et le volet sécuritaire. Je parle du volet gaz et du volet sécuritaire parce que ceux-là sont des enjeux européens, c'est-à-dire qu'ils sont traités au niveau de la Commission de Bruxelles. Ils ont en effet peur que le gaz russe vienne à leur manquer et ils ont peur d'être submergés par des millions de bot people.
Quant aux échanges bilatéraux, ils sont dominés par la France, en second lieu par l'Angleterre et par l'Allemagne. Et ces deux pays aussi, bref, tout le monde s'en fout de savoir qui va gouverner l'Algérie. Et si l'Algérie réussit sur le plan économique ou échoue, la seule chose qui les intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est la stabilité de l'Algérie, quel que soit le prix pour l'Algérie, pourvu qu'elle continue à les alimenter en gaz et qu'elle garde et qu'il n'y ait pas d'émigrés qui viennent sur ces rivages. Mais ils ne savent pas, ces États, que soutenir un tel régime va fatalement mener à l'implosion du pays et donc à l'instabilité dans toute la région et peut-être même au déferlement d'un bot people dont vous parlez et dont nous commençons déjà maintenant à voir le phénomène se concrétiser par les fameux haraga. Vous posez une vraie question, celle du court terme et du long terme. Les politiques en Europe et dans la plupart des démocraties occidentales ne s'intéressent, je dis la plupart, mais pas tous heureusement, ne s'intéressent pas au long terme. Ils s'intéressent plus au court moyen terme. Et donc, ce que deviendra l'Algérie dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, il y a très peu de politiciens européens qui s'y intéressent. Et c'est un mauvais calcul, parce que si l'Algérie s'effondre, comme beaucoup d'observateurs le craignent de plus en plus, l'Europe sera la première à en souffrir. Parce que d'abord les exportations de gaz seront perturbées, pour ne pas dire plus, et parce qu'il y aura bien entendu beaucoup d'émigrés algériens qui vont affluer vers l'Europe. Et ça sera autre chose, croyez-moi, que l'émigration en provenance d'autres pays, parce que la présence algérienne en Europe est très très importante et donc les gens iront rejoindre leur famille, et ils trouveront en tout cas asile, ils trouveront voilà les liens familiaux entre l'Europe, les liens humains entre l'Europe et l'Algérie font craindre à l'Europe que si l'Algérie est déstabilisée, l'Europe ne souffre de cette émigration éventuelle massive. Restez avec nous, Ali Benouari. Sofiane Djilali, merci d'être avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie. Je salue également Ali Benouari, donc toutes mes amitiés. Merci. Alors, Sofiane Djilali, le régime voulait très certainement aller jusqu'à la fin du 4e mandat, une sorte de statu quo où personne ne bougeait, et peut-être même vers un 5e mandat, qui sait. Or, il semble que les choses se précipitent et qu'il va falloir trouver une autre solution, une autre façade institutionnelle pour procéder au changement de l'actuelle façade, M. Bouteflika, qui ne fait plus l'affaire depuis la fameuse visite de Valls où tout le monde a découvert l'étendue des dégâts. Comment voyez-vous les choses? Écoutez, sincèrement, je ne pense pas que M. Valls ait découvert une grande surprise. Je pense que les Français connaissent mieux que quiconque exactement le contenu du dossier médical du président algérien et ils savent qu'il est hors circuit, qu'il ne peut pas diriger le pays. Simplement pour expliquer la différence d'attitude, c'est qu'en 2014, l'Algérie engrangeait encore autour de 60 à 70 milliards de dollars de pétrole, que la population semblait calme, accepter le régime de M. Bouteflika, et qu'un changement à ce niveau allait peut-être un peu déranger le régime algérien. Et de ce fait, les étrangers en général, mais la France, les États-Unis, pensaient qu'il valait mieux laisser le pays dans sa stabilité que de vouloir accélérer le processus de changement. Simplement, 2 années après, la situation a changé. Le pétrole est au plus bas, moins de 49, en tout cas en dessous de la barre des $50. L'Algérie commence à avoir de grandes difficultés financières. Les réserves qui étaient à l'étranger sont en train de fondre comme beurre au soleil et que la situation s'aggrave. Maintenant, c'est la sonnette d'alarme parce que l'Europe ne veut pas voir une Algérie effondrée brutalement, un déferlement d'immigrés à travers la Méditerranée
Et donc, la peur a changé de camp, comme le disait quelqu'un. Et de ce fait, l'Europe, et donc qui va prendre appui sur les États-Unis, vont tout faire maintenant pour que le régime change et qu'on ait un pilote dans le cockpit, parce que jusqu'à présent, le pays est à volo. Tant qu'il y avait de l'argent, c'était bon à prendre. Le régime étant corrompu jusqu'à l'os, ils avaient tous les moyens de faire pression sur les uns et les autres pour avoir encore de gros contrats. Mais maintenant que le pays n'a plus d'argent, je pense que tout le monde utilisera ses moyens de pression pour demander éventuellement un peu d'oxygène pour le pays. Mais justement, Sian Gilali, moi quand je vous posais la question tout à l'heure, je parlais des opinions publiques, je ne parlais pas des États, puisque nous savons qu'en effet, ils ont soutenu ce régime. Ils savaient très bien avant même le 4e mandat que l'actuel président n'était pas en mesure de pouvoir diriger, mais ils l'ont imposé quand même. Ils l'ont même imposé quasiment par la force à l'armée qui a obéi doigt sur la couture du pantalon. Mais moi, ma question visait surtout les opinions publiques européennes qui aujourd'hui encore n'ont pas compris que si jamais ça va mal en Algérie, ça va aller mal d'abord pour toute la région Maghreb, et qu'ensuite il y a un vrai risque de déstabilisation de toute la Méditerranée, parce que, je vais vous donner un exemple, que les gens qui ont un visa en cours de validité, les Algériens qui ont un visa, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir en France sans problème, ils se comptent en dizaines de milliers. Les gens qui ont la double nationalité et qui vivent en France depuis des années, ils se comptent en dizaines de milliers, sans compter les habituels circuits d'immigration clandestine. Et l'Algérie, ce n'est pas la Syrie, c'est juste en face. Ça veut dire que comment se fait-il que les opinions publiques françaises, notamment, laissent faire leurs dirigeants pousser ce pays à l'explosion, à la déstabilisation, et venir se plaindre après de flux migratoires qui se déclenchent de façon massive? Non, il faut dire tout simplement que les opinions publiques, même occidentales, sont alimentées par les canaux habituels de l'information. C'est la télévision, un peu l'Internet, mais le monde occidental ne s'intéresse pas dans le détail à ce qui se passe dans le pays. Il y a 2 ans, je vous disais, le pétrole était haut, personne n'imaginait qu'il allait chuter aussi rapidement. Donc les régimes politiques occidentaux, en particulier en France, soutiraient ce qu'ils voulaient d'un régime affaibli, d'un régime algérien aux abois parce que incapable de gérer le pays et corrompu. Mais maintenant que la donne a changé, que le pétrole a baissé, que l'Algérie ne peut plus servir de vache à traire, l'Europe s'inquiète. Et à ce moment-là, ils vont actionner les moyens. Ils n'ont pas besoin de travailler à travers l'opinion publique. L'opinion publique, elle, pour le moment, s'occupe de terrorisme, du Burkini, pardon, et d'autres petits problèmes et petits soucis locaux. Et ce n'est pas aux opinions publiques de gérer ce type de relations. C'est au niveau des élites. Mais le problème maintenant, ce n'est ni la France, ni les États-Unis, ni l'Europe. Le problème est en Algérie. Pourquoi les Algériens ont-ils laissé faire? Pourquoi les institutions ont accepté un homme complètement malade et en situation d'épave à la tête du pays? C'est à nous d'assumer cette responsabilité, pas aux autres. Restez avec nous, Sian Gilali. Ali Benouari, un commentaire? Simplement que les opinions publiques ont un rôle extrêmement important, jouent un rôle extrêmement important en Europe, contrairement à nos pays, et qu'il ne faut pas sous-estimer leur poids ni le rôle qu'elles peuvent jouer dans le développement de ce qui peut se passer en Algérie. Et il est temps effectivement de les alerter. Je pense que, sans contredire ce que vient de dire Sofiane, il est possible qu'elle s'enflamme un jour proche sur ce qui se passe en Algérie, si elle apprend que l'Algérie est menacée d'effondrement et si on l'informe des conséquences, si elle est informée des conséquences de cet effondrement.
notamment un afflux de réfugiés en provenant non seulement d'Algérie, mais de toute la région sud de la Méditerranée, qui sera déstabilisée à ce moment-là, d'est en ouest. Et là, vous pouvez faire confiance notamment aux partis d'extrême droite, qui seront les premiers à s'emparer de ce danger ou de cette émotion. Et peut-être que de proche en proche, ça deviendra un enjeu électoral dans des pays comme la France notamment, qui est la plus proche, je dirais, et la plus exposée. Donc je pense qu'effectivement, peut-être que le devoir des élites algériennes est d'aller plus vers l'opinion publique française et européenne, essayer de les sensibiliser en disant, écoutez, vos gouvernants font une bien mauvaise politique, vos gouvernants privilégient le court terme, mais les conséquences à long terme de leur politique sera désastreuse pour tout le monde, à commencer par vous. Je pense que le moment est peut-être venu de le faire. Vous parlez de conséquences désastreuses. Dites, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles seront ces conséquences désastreuses que vous... Je vous ai dit que l'Europe s'intéresse plus depuis les accords de Barcelone, d'ailleurs, où il y a annexé aux accords, au volet économique, financier, etc., un volet sécuritaire important, donc la politique de voisinage et de sécurité. Autrement dit, ce qui importe pour l'Europe, c'est d'abord contenir l'afflux de réfugiés. Donc ils ne veulent pas se voir envahis par des réfugiés en provenance des pays sud-méditerranéens. C'est pratiquement une obsession et c'est l'un des dossiers les plus chauds, les plus brûlants qui est à Bruxelles, sur la table des commissaires européens. Donc le volet sécurité est extrêmement important. D'ailleurs, c'est un volet qui concerne d'ailleurs plus l'Union européenne, qui est ressenti au niveau européen plus qu'au niveau français ou au niveau italien, etc. C'est dire si c'est un enjeu important. Donc, à partir de là, et compte tenu de ce qui se passe en Algérie, donc le risque de déstabilisation qui est lié au départ de Bouteflika, à plus ou moins un bref délai, c'est ça qui les inquiète. Ils ont peur que l'Algérie tombe dans une instabilité semblable à celle d'autres pays comme la Libye. Ce n'est pas un scénario qu'ils doivent écarter. Je pense que c'est un scénario qui, tous les jours, est en train d'être examiné et actualisé. Parce que non seulement le départ de Bouteflika est lui-même déstabilisant, mais il survient à un moment où les recettes pétrolières et gazières de l'Algérie sont en chute libre et au moment où la population est en train d'augmenter d'année en année des millions. Je parle toujours de ce volet démographique qui n'intéresse hélas pas beaucoup de monde, mais il faudra leur trouver du travail, il faudra les loger, et ils ne seront pas commodes. Donc c'est une véritable poudrière, c'est un varié de poudre sur lequel le pays est assis. Je pense que l'Europe donc est intéressée à la fois par le volet sécuritaire et par le volet gaz. Le gaz, pas le pétrole. Le gaz. Le gaz est très important. Ils aimeraient bien que l'Algérie remplace, c'est déjà le troisième fournisseur de gaz naturel pour l'Europe. Et avec les Russes qui leur posent problème, ils aimeraient bien que l'Algérie puisse au moins consolider son volume d'exportation vers l'Europe, si ce n'est l'augmenter. Mais pour cela, il faut une Algérie stable, qu'importe pour l'Europe si l'Algérie est dirigée par un dictateur, qu'importe si les Algériens sont malheureux, qu'importe si le pays s'enfonce dans la crise économique, tant qu'ils arrivent à gérer le volet sécurité, et tant qu'ils sont bien approvisionnés en gaz, le reste, ils s'en foutent. Mais c'est un bien mauvais calcul. Parce que si l'Algérie ne se développe pas, de toute façon, à moyen terme, l'Algérie s'effondre et le problème sécuritaire se posera dans toute son ampleur pour l'Europe. C'est ça qu'il faut dire aux Européens, comme aux Français. Vous faites un très mauvais calcul. Parce que le long terme, c'est demain. Le moyen terme, c'est demain. À force de regarder uniquement les échéances courtes, qui est l'horizon électoral, d'ailleurs en général, tous les 2, 3 ans, 4 ans, il y a des élections, et les politiciens européens ne cherchent pas à voir plus loin. Et c'est le moment de leur dire, attention. Justement, Ali Benouari, quitte à jouer les Cassandres, on dit aujourd'hui que beaucoup d'Algériens
du moins ceux qui en ont les moyens, sont en train de préparer éventuellement un repli. Je donne l'exemple de l'Espagne, par exemple. En Espagne, il y a 50 000 familles environ, pas personne, hein, familles, qui ont fait l'acquisition de biens immobiliers. En Espagne. En France, on ne connaît pas le chiffre, mais il est de plus en plus important. De gens qui viennent, ils font partie de des classes moyennes supérieures qui sont en train de préparer éventuellement leur repli au cas où ça irait mal. Mais les Européens, ils sont à ce point, je parle des opinions publiques, parce que ça va retomber sur elles, sur les sociétés, pas sur les États. À ce point inconscient de la situation qui pourrait devenir explosive pour toute la région. Pour l'instant, c'est du bénéfice, c'est du tout bénéfice pour l'Europe, parce qu'ils reçoivent la bonne immigration. L'immigration qui est aisée, qui a de l'argent, comme ceux que vous venez de signaler, qui vont en Espagne, les cerveaux qui quittent le pays, c'est du pain béni pour l'Europe, pour l'Occident. Et enfin, ceux qui ont de l'argent. Ceux qui ont de l'argent et qui viennent planquer, qui viennent investir leur argent. Pour l'instant, ils ne touchent que la bonne immigration qui leur profite. Et évidemment, ils souhaiteraient l'immigration choisie, comme disait l'autre en France. Immigration choisie, c'est-à-dire gardez le rebouche tacom et envoyez-nous tous ceux qui sont intelligents, qui sont bien formés, envoyez-nous les gens qui sont riches et qui peuvent investir chez nous. C'est cela la politique. Le beurre, l'argent du beurre et la fermière. Bien sûr, bien sûr. Okay. Hélas. Restez avec nous, Ali Benouari. Soufiane Djilali, vous aviez dit tout à l'heure que la donne a changé et que l'Europe s'inquiète. Est-ce que vous pouvez être plus explicite? Oui, je pense que c'est clair pour ceux qui suivent ce qui se passe dans le pays. Reprenons un peu le contexte du quatrième mandat, au moment où le président a été imposé aux Algériens. À ce moment-là, le pétrole était encore à $110. L'Algérie engrangeait d'immenses moyens financiers. Elle avait des réserves aux alentours pas loin des $200 milliards. Tout cela était une manne absolument fabuleuse pour l'Europe, surtout pour les pays du sud européens qui avaient de très graves difficultés financières. N'oublions pas que le contexte mondial est tout de même morose, que la crise est toujours là, qu'il y a une dégradation de la dette des États européens. La France est à plus de 100% de son PNB. Et donc, tous les États avaient besoin d'argent frais. Or, l'Algérie ne recyclait pas son argent ni dans l'investissement, ni dans l'achat d'usines, ni dans la production. L'Algérie était devenue un grand trou noir qui absorbait tout ce qui pouvait être produit dans l'agroalimentaire, dans l'habillement, le textile, la petite industrie, tout, absolument tout, y compris les véhicules. L'Algérie a importé jusqu'à $7 milliards annuellement en véhicules. Donc voilà, en 2014, les pays européens en difficulté, qui avaient besoin d'argent, et en face d'eux, un État qui avait une manne importante, aucune capacité de concurrence, puisqu'on n'investissait pas dans la production, et tout au contraire, qui était là pour absorber les flux productifs. Soufiane Djilali, il y a des coupures. Je vous laisse entre les mains du soutien technique pour essayer, parce que vous avez dû changer de place. On va essayer de corriger le problème. Je reviens à vous dans un petit moment. Ali Benouari. Oui. À votre avis, maintenant que la menace devient de plus en plus tangible, de plus en plus prévisible, que va faire l'Union européenne à l'endroit de ce régime? Est-ce qu'ils vont continuer d'avoir la même attitude, de faire comme s'ils regardaient ailleurs, de ne faire que leurs petits calculs à court terme, comme vous disiez, ou est-ce qu'ils vont maintenant tenir compte de ce qui va pouvoir se passer dans ce pays? Ali Benouari? Est-ce que nous avons perdu Ali Benouari? Ali Benouari? Madame? Vous avez entendu ma question? Oui, je l'ai entendu. Je vous en prie.
Mais voulez-vous la répéter parce que j'étais interrompu par votre collègue? Oui, alors je vous disais que jusque-là, les Européens n'ont tenu compte que de leurs petits intérêts à très court terme, comme vous nous l'aviez expliqué, mais que maintenant que la catastrophe devient imminente, qu'elle devient tout à fait prévisible, qu'elle devient même quasi acquise, que va faire l'Europe et les pays occidentaux d'une manière générale à l'endroit de ce régime? Je vais essayer d'être le plus sincère avec vous, Sid Jamel, et avec nos amis téléspectateurs. Les Européens s'en foutent de l'Algérie, ils s'en foutent pas mal de ce qui peut arriver à l'Algérie, hélas. L'Europe n'a pas d'institution fédérale, n'a pas une politique étrangère commune, ne parle pas d'une voix. L'Europe, c'est un marché amélioré. Et donc Bruxelles donne l'illusion que l'Europe existe. Mais Federica Mogherini n'a aucun poids. Les commissaires européens n'ont aucun poids. Vous entendez ce que je vous dis là? Oui. L'Union européenne n'a pas de politique étrangère, donc n'a pas d'opinion sur l'Algérie, n'exprime pas une opinion sur l'Algérie. Personne ne lui demande d'avoir une opinion, une politique étrangère sur l'Algérie. La seule chose qu'on demande à l'Europe, c'est d'organiser les échanges et les accords d'association avec les pays du sud de la Méditerranée, ce qu'elle fait très bien. Ce sont des accords léonins, ce sont des accords qui sont faits pour pomper nos ressources. On l'a vu avec l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. Les États membres de l'Union européenne demandent à l'institution européenne, à la Commission de Bruxelles et au Parlement de Bruxelles de les aider à préparer des accords qui permettent à tous les États européens de tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire d'augmenter les exportations de biens et de services, de technologies, etc., en direction des pays du Sud, sans rien donner en échange. C'est ce que j'ai dénoncé, rappelez-vous. J'ai premier à dénoncer ces accords d'association. Je disais, il faut les déchirer, il faut les recommencer. J'en ai parlé avec Jean-Pierre Mélenchon, avec beaucoup de députés européens qui en conviennent. L'Union européenne, donc, n'a pas de politique étrangère commune vis-à-vis de l'Algérie et s'en foutent royalement. Ce sont les États membres influents comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, c'est eux qui dictent le temps, c'est eux qui décident, dans l'intérêt de chacun de leurs pays, ce qu'il convient de faire avec l'Algérie. Et ils trouvent leur compte, bien entendu, dans l'accord d'association que l'Union européenne signe avec des pays du Sud, notamment l'Algérie. Mais ces accords d'association sont dictés par les grandes puissances européennes qui trouvent leur compte. Oui, mais Ali Benouari, oui. Ce n'est un secret pour personne que la politique n'a pas d'état d'âme, que la raison d'État prime surtout le reste. Oui. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas dans la raison d'État que de tenir compte des relations qu'on a avec un pays qu'on est en train de pousser inexorablement vers l'explosion et qui risque de se retourner contre nous, contre notre sécurité régionale? C'est une question très pertinente. Raison d'État rime avec homme d'État. L'Europe n'a pas d'homme d'État, pas plus que l'Algérie. L'Algérie encore moins. Ils ont des hommes de pouvoir, des hommes politiques, mais des hommes d'État capables de réfléchir comme De Gaulle. Sur le long terme, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y a aucun dirigeant européen aujourd'hui qui projette, qui raisonne sur le long terme dans ses relations avec ses partenaires du Sud, qu'il s'agisse de l'Algérie ou de quelqu'un d'autre. Regardez la Libye, regardez la Syrie, regardez l'Irak. S'ils en sont arrivés à ce stade de destruction, c'est parce qu'aucun pays européen n'a pensé ses relations avec ces pays-là sur le long terme. Sinon, vous pensez bien qu'ils n'auraient pas soutenu Kadhafi, ils auraient encouragé la démocratie depuis très longtemps, en Libye, en Syrie, en Irak, en Algérie. Ils s'en foutent. Ils aiment bien les dictateurs qui leur apportent la stabilité et des contrats juteux. Et vous, Ali Benouari, vous, en tant qu'opposition... de l'argent. Ils financent, nos dictateurs financent les hommes politiques européens. Ils les achètent. Et du coup, c'est du chantage. Ils ne peuvent pas bouger, ils les tiennent. C'est un lobby, c'est un véritable lobby qui s'exerce au détriment de nos pays. Et qui, évidemment, ne pénalise pas la France ou l'Italie ou autres. Parce que non seulement les hommes politiques s'enrichissent sur notre dos, mais leurs économies s'engraissent sur notre dos. Mais vous, Ali Benouari, vous et toute l'opposition, pourquoi n'essayez-vous pas de tirer la sonnette d'alarme, de
d'attirer l'attention des sociétés civiles de ces pays pour leur dire que nous sommes en train d'aller vers le pire, et pour eux, et pour nous, et pour tout le monde. Pourquoi n'essayez-vous pas de conscientiser un peu l'opinion publique occidentale sur cette attitude totalement irresponsable des dirigeants occidentaux? Mais méprisante, parce que c'est du mépris. Oui. Du mépris, tout simplement du mépris. Si Jamel, moi je fais ce que je peux. Il y a beaucoup d'Algériens qui font ce qu'ils peuvent. Je ne peux pas faire plus que je ne peux faire. Tous les Algériens sont interpellés, chacun à son niveau. Si la majorité des Algériens veulent améliorer leur situation, ils l'amélioreront. S'ils ne veulent pas, eh bien l'Algérie continuera à s'effondrer. Vous savez, l'Algérie n'a jamais été riche, n'a jamais été développée, n'a jamais été un État influent, ou peut-être pas, même pas un État du tout. Il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. C'est que peut-être que c'est parce que nous n'avons jamais réussi à penser en termes de nation ou en termes d'État. Hélas, 3 fois hélas. Donc je dis, c'est tous les Algériens qui sont interpellés, à commencer par vous. C'est Sofiane Djilali fait ce qu'il peut, je fais ce que je peux. Voilà, nous continuons à le faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec très peu de moyens, Voilà, nous faisons ce que nous pouvons. Restez avec nous, Ali Benouari. Sofiane Djilali, j'espère que nous avons réglé le problème. Ah, Sofiane Djilali, est-ce que nous l'avons encore perdu? Nous l'avons perdu, nous allons essayer de le joindre de nouveau. Et je reviens. Ali Benouari, vous semblez très amer, très désabusé. Pourquoi vous êtes fatigué? Vous n'en pouvez plus? Je suis fatigué, oui, je suis fatigué. Chacun d'entre nous a une famille, il ne faut pas croire. Hein, c'est comme disent les gens en Suisse, politiciens de milice. Vous savez ce que c'est politicien de milice? Non. Ça veut dire bénévole. Ah, d'accord. Ce n'est pas des professionnels de la politique comme Yahya. Ils ne sont pas payés, les gens qui font de la politique. Ils font de leur mieux pour aider leur pays. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand à cause de moi, je peux vous le dire maintenant franchement, ils ont modifié la Constitution. À cause d'un homme, ils ont supprimé le fameux article 51 de l'article 73 et l'article 73 et 51. Ils n'ont pas hésité à priver 20% de la population algérienne de ses droits civiques pour barrer la route à un homme. Vous vous rendez compte de ce qu'ils Pour vous empêcher de vous présenter au présidentiel? Ah, rien. Demain, il y a une coalition, il y a un gouvernement de coalition entre l'opposition et le pouvoir dans le cadre d'une espèce de transition. On m'appellera dans une composition, dans un gouvernement de transition. Eh bien, la Constitution me l'interdit. Comprenez ça? Vous n'êtes pas un Algérien à part entière, vous n'avez pas le droit de... Dites-moi donc, si Jamel, oui, aussi bien parmi l'émigration algérienne que parmi les Algériens, qui a protesté contre ce déni absolu, ce scandale absolu? C'est-à-dire que 20%, 1/5 de la population algérienne n'a pas le droit d'être candidate, ni à une mairie, ni à une wilaya, ni à la présidence de la République, à rien. Il ne peut pas occuper une responsabilité, un poste de responsabilité, et personne ne bouge. Vous vous rendez compte? Personne ne bouge. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que les Algériens ne bougent pas. Peut-être, il m'arrive dans des moments de fatigue de penser que le peuple algérien s'en fout. Qu'ils s'en foutent de ce qui peut lui arriver. Ils s'en foutent de ce que peuvent faire les opposants. Peut-être qu'ils sont en train de se moquer de nous, de vous et de moi. Peut-être qu'ils sont en train de se moquer de nous. Je dis peut-être. C'est tragique ce qui se passe. Et c'est tragique ce que vous dites et je comprends parfaitement votre grande fatigue et votre amertume. Je la comprends très bien. Sofiane Djilali, je reviens à vous. Je suis désolé, on a été donc interrompu pour une mauvaise qualité du son. Absolument. Ali Benouari était en train de nous faire part de sa grande amertume. C'est comme s'il était fatigué, qu'il n'en pouvait plus. C'est un peu le cas de beaucoup de gens de l'opposition qui semblent être en train de se battre contre un mur et qui, de temps en temps, fort heureusement, ce n'est pas définitif, ce sont des passages à vide. Mais vous-même, Sofiane Djilali, vous avez toujours du mordant, vous avez toujours du répandant, vous êtes toujours là, vous n'êtes pas fatigué? Écoutez, puisqu'on est dans les confidences, ça nous fait quand même, personnellement, ça fait 6 ans de travail de terrain ardu, sans
sans beaucoup d'aide, il faut le reconnaître. Les Algériens ne sont pas vraiment impliqués. Mais ça, je l'imagine et je le comprends quelque part. Les Algériens ont été tellement de fois déçus par les politiques que maintenant ils n'ont pas envie de s'impliquer, de s'engager et de donner leur confiance parce qu'en retour, eux aussi n'ont pas été vraiment gâtés. Mais il faut dire que les individus que nous sommes, nous ne faisons que notre devoir et que, en fin de compte, c'est à la société de continuer le combat, de réagir. Donc, tant qu'on a assez d'énergie, assez d'optimisme, on fait ce qu'on peut, bien sûr avec des hauts et des bas, mais qu'après tout, nous ne sommes que des individus et c'est à l'Algérie de trouver sa voie. C'est la société algérienne qui doit trouver sa voie à travers, comme cela, des partis, des figures, des gens de la société civile, des hommes politiques. Donc voilà, pour le moment, disons que malgré tout, on tient le coup. Mais je comprends tout à fait et je compatis avec Ali Benouari parce que lui, il est mis en difficulté directe. Ce n'est pas vraiment notre cas. Mais lui, il se sent complètement exclu du combat. Mais si j'ai un mot à lui dire, c'est que... Nous allons essayer de le retrouver, Soufiane Jilali. Je reviens à vous, Ali Benouari. Comment faire pour changer les choses? Comment faire? Qu'est-ce que nous devons faire tous, autant que nous sommes, selon vous, d'après vous? Moi, je fais ce que je peux. J'ai créé un parti. Je n'ai pas le droit. Je suis le seul à qui on n'a pas donné le droit de déposer. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Je n'ai même pas le droit de déposer mon dossier au ministère de l'Intérieur. Contrairement à ce que dit la loi et à ce que dit la Constitution. Et personne et tout le monde s'en fout. Déjà, moi, je fais ce que je peux. Malgré ça, le parti continue. Il existe. Il se structure. Il fait partie. Il fait parler de lui. Nous nous réunissons en Algérie. Nous réunissons des gens. Nous allons organiser une grande conférence sur les libertés. Nous faisons ce que nous pouvons. Avec des moyens dérisoires. Mais les Algériens doivent s'impliquer, ils doivent militer, ils doivent aller dans des partis de manière massive, ils doivent pouvoir discerner quels sont les bons partis des mauvais partis. Ils doivent pouvoir investir la société civile, ils doivent eux aussi payer le prix. Il faut arrêter d'incriminer les hommes politiques, il faut arrêter d'incriminer l'opposition. Et si moi j'incrimine le peuple, je n'ai pas le droit moi aussi d'incriminer ceux qui ne militent pas, qui ne viennent pas vers nous, qui ne prennent pas de risques. Pourquoi est-ce que c'est l'opposition seulement qui doit rendre des comptes, qui doit agir, qui doit bouger? Pourquoi? Ce n'est pas une affaire où on gagne de l'argent. Bien sûr, il y a les partis fantoches créés par l'État, où on va là-bas pour gagner de l'argent, pour faire des affaires. Je parle des militants sincères, des partis sincères, qui travaillent avec les maigres ressources de leurs militants et qui prennent des risques. Cela ne mérite-t-il pas d'être encouragé par les Algériens? Les Algériennes ne doivent-ils pas aller vers ces gens-là pour les aider? C'est une manière de s'aider eux-mêmes, parce qu'il n'y a rien à gagner. Nous ne faisons pas ça pour gagner de l'argent. Nous dépensons tous de l'argent chaque fois que nous nous déplaçons et chaque fois que nous nous réunissons. Nous perdons de l'argent, nous perdons du temps. Nous soustrayons le temps que nous devons consacrer à notre famille, à nos enfants, à nos petits-enfants. Il faut, je lance un appel émouvant, je voudrais émouvoir les gens en disant « Allez vers les partis politiques, bougez, arrêtez de critiquer ceux qui font de la politique. » Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est Benouari, vous attendez juste le bon moment pour être candidat, pour devenir président. » Et quelle que soit la gravité du sujet que nous abordons. Et maintenant, je leur dis, je ne serai plus jamais candidat à rien. Et je n'ai pas envie d'être président de la République. Je veux juste être un bon père de famille, un bon grand-père et aider mon pays comme je peux. Maintenant, battons-nous à armes égales. Je vous enlève cet argument, parce que c'est un argument que les gens sortent, surtout ceux qui sont poussés par le régime, n'est-ce pas, pour détruire l'opposition et démoraliser les gens. Je leur dis maintenant, voilà, nous sommes à armes égales. Je suis un citoyen et vous êtes un citoyen. Je vous dis, moi, voilà ce que je suis en train de faire pour mon pays. Mais vous, qui critiquez
ceux qui militent, qui travaillent, vous, qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Avez-vous planté un arbre? Avez-vous nettoyé une rue? Avez-vous donné de l'argent à l'État? Qu'avez-vous fait? Et donc j'interpelle tous les Algériens. Chaque Algérien doit se demander ce qu'il fait, lui, pour son pays, avant de demander ce que fait l'opposition pour son pays. Restez avec nous, Ali Benouari, jusqu'à la fin de l'émission. Et je reviens à Soufiane Djilali. Soufiane Djilali, un commentaire? Oui, j'ai été coupé. Je voulais juste dire à mon ami Ali que ce qu'une loi a fait de façon tout à fait incongrue, c'est-à-dire une constitution qui a été votée en quelques heures, eh bien, un autre vote pourra défaire ce qui a été fait. On a vu des régimes durer des années puis s'effondrer un jour, et tout change avec. Donc je dis à Benouari de ne pas perdre le moral, de garder confiance, de maintenir le cap, et le combat continue. Et il y aura de plus en plus d'Algériens qui vont être convaincus de ce que nous faisons, et ils sont de plus en plus nombreux. Et c'est inéluctable, malgré le choc qui devra advenir, parce que l'Algérie est appelée à rentrer dans le mur malheureusement. Mais juste après, il faudra se relever et reconstruire le pays tous ensemble. Et j'espère parmi les reconstructeurs, on retrouvera Ali Benouari. Soufiane Djilali, vous, Ali Benouari et Sami Ousseddiq avez entrepris une initiative justement pour tenter de rassembler l'opposition ou une partie de l'opposition. Où est-ce que vous en êtes? Écoutez, on s'était réunis, c'était le 25 juin, en plein Ramadan. Le mois de juillet-août n'était pas très propice au déplacement, mais à la rentrée, je pense qu'on se reverra très bientôt et qu'on remettra en route le processus de façon beaucoup plus dynamique. Et est-ce que vous allez appeler d'autres forces, d'autres personnalités à vous rejoindre? Je pense que l'idée principale est que maintenant doit se former un courant politique formé de partis politiques, d'associations, de personnalités, mais autour d'un programme, d'un projet de société moderne. Il faut que maintenant on dépasse les clivages, mais qu'on sorte avec une option. On ne peut pas rester dans le flou. Et je pense que tous ceux qui ont à cœur une Algérie moderne, ouverte, mais tout en étant authentique, pourront se retrouver dans un mouvement beaucoup plus large qui devra brasser maintenant plusieurs partis politiques et plusieurs personnalités. Voilà ce à quoi on s'est attelé. J'espère que très bientôt avec Ali, Sami Ousseddiq et beaucoup d'autres encore, on pourra se retrouver. Merci Soufiane Djilali, merci Ali Benouari. Ali Benouari, je ne vous redonne pas le mot de la fin. Pourquoi? Pour vous laisser sur cette note très émouvante, sur ce mot ce cri du cœur que vous venez de lancer. Je veux que nous en restions là. Je suis sûr que tous ceux et celles qui vous ont écouté auront apprécié à sa juste valeur ce que vous venez de nous dire. Merci à vous, merci à Soufiane Djilali, merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir donné de votre temps. Au plaisir de vous revoir.